Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e conférence de la commission Entreprises en difficulté que nous organisons sur le sujet de l'anticipation des difficultés des entreprises. Ce soir, donc, nous allons traiter d'un sujet lié au financement des entreprises. Je vous rappelle que les 5 premières conférences traitaient des procédures et de l'accompagnement du dirigeant. La 6e était consacrée aux attentes du tribunal. Nous l'avions animée notamment avec le tribunal de commerce de Toulouse. Cette 7e conférence sera donc orientée sur le financement de l'entreprise en difficulté, donc, qui est un sujet complémentaire. Et je tiens à vous rappeler que toutes les conférences sont disponibles en replay sur le site de l'Ordre. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y reporter si vous le souhaitez ou si vous souhaitez faire écouter à vos collaborateurs. À la fin de la conférence, donc, on proposera une petite séance de questions-réponses, soit pour ceux qui sont en présentiel avec nous, merci à tous d'être venus, soit ceux qui seront en distanciel. Vous aurez la possibilité soit de poser la question sur le chat du webinaire, soit de lever la main, et à ce moment-là, nous ouvrirons les micros des personnes qui solliciteront la parole pour que vous puissiez poser en direct les questions aux brillants intervenants qui m'accompagnent. Ben justement, je vais vous les présenter. Donc, à mes côtés ce soir, Philippe Coulonge, qu'on ne présente plus, donc ancien président du conseil régional de Toulouse-Midi-Pyrénées, membre du comité prévention au niveau du conseil régional d'Occitanie, membre également avec moi-même du CIP d'Haute-Garonne, et également, nous sommes tous les deux membres du comité national de prévention des difficultés. En ce qui concerne le deuxième intervenant, à mes côtés également, il s'agit donc de David Sexec, qui est directeur région Occitanie de la société 2A Territoire et qui est dirigeant de structure et de business unit, qui a été dirigeant pendant une quinzaine d'années et qui donc permet de faire bénéficier aux entreprises d'une vision à 360 degrés, ayant occupé sur le terrain des postes qui vont du technicien jusqu'au directeur général d'entité. Voilà, donc merci à tous les deux d'être présents. L'objectif, vous le savez, de ces conférences, c'est de faire un regard croisé sur les problématiques liées aux difficultés d'entreprise. Donc là, nous aurons le regard de l'expert comptable, nous aurons le regard du manager de transition, d'accompagnement qui peut intervenir dans les entreprises. David, peut-être dans un premier temps, pourriez-vous nous présenter la société donc 2A Territoire, son activité et son implantation? Bien sûr, merci Eric et ravi d'être avec vous. Bonsoir messieurs, dames. Donc le cabinet 2A Territoire, son ADN, c'est d'être aux côtés des dirigeants des entreprises pour les aider à faire face à de multiples transformations, que ce soit des difficultés ou pas forcément des difficultés, des transformations aussi dans le cadre d'un développement notamment, et pour aider donc les dirigeants sur toutes les briques qui sont nécessaires au pilotage d'une TPE et d'une PME. Donc, on va pouvoir balayer vraiment dans son ensemble toutes ces facettes qui permettent aux dirigeants de pouvoir travailler. On va pouvoir aussi travailler sur accompagner des filières métiers, des filières globales dans leur ensemble là aussi, notamment en réalisant des études prospectives sur les transformations, les évolutions et les mutations qui s'opèrent concernant le périmètre de l'emploi et des compétences notamment, et de participer à la dynamisation des territoires, et lorsqu'il y a des phases un peu plus délicates, de participer aussi aux étapes de revitalisation sur les territoires. Donc avec tous les acteurs en fait présents sur les territoires. D'accord. Et vous travaillez avec les experts comptables? On travaille évidemment avec les experts comptables. Pour nous, les experts comptables sont des acteurs clés dans les dispositifs, de par la bonne connaissance de l'entreprise, vue de l'intérieur en fait. Et c'est un partenaire de premier choix dans toutes ces facettes, et notamment évidemment sur l'aspect financier en premier lieu. Merci David. Peut-être pourrions-nous, pour introduire cette formation, cette conférence, pardon, parler un petit peu de la situation économique de notre région. Alors Philippe, le Conseil national de l'ordre a un regard assez aiguisé au travers du baromètre Image PME, et nous, au niveau du Conseil régional, bien, nous prenons les éléments d'Occitanie que nous diffusons auprès des membres de la profession, mais également auprès des décideurs de la région. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama, est-ce que tu peux, je pense que tu peux, nous faire un petit panorama du troisième trimestre 2023 que nous venons de sortir d'Image PME sur l'Occitanie, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Donc également, merci de me donner la parole et bonsoir à toutes et à tous. Donc Image PME, je suis sûr que tout le monde le connaît, tout le monde le met en avant. C'est diffusé
à 2-3 000 personnes quand même dans l'environnement économique de l'Occitanie. Et c'est très apprécié par le pouvoir économique et le pouvoir politique. Donc n'hésitez pas à vous en emparer et à le titiller un petit peu, parce que là, je vais parler de façon macroéconomique, entre guillemets, avec juste un indicateur du chiffre d'affaires pour toute la région Occitanie et pour tous les secteurs. Donc, bon, autant dire que ça agglomère un peu tout et son contraire. Ça donne quand même une tendance générale, mais après, on a la possibilité d'avoir des indicateurs sectoriels, et d'ailleurs, le Conseil régional de l'Occitanie en a sélectionné certains en particulier, ceux qui reflètent plus particulièrement l'écosystème de l'Occitanie. Je vous invite d'ailleurs à participer à EcoZoom à Montpellier le 7 décembre prochain, où nous présenterons plus en détail l'image PME du troisième trimestre. Vous verrez donc les différentes tendances des secteurs et nous mettrons ça en lumière en faisant intervenir d'ailleurs des jeunes d'entreprise d'Occitanie. Voilà. Je referme la parenthèse et je te rends la parole, mon cher Philippe. Bien sûr, merci. Donc, au niveau de ce troisième trimestre, ce qu'on peut constater, c'est que certes, il est en croissance, mais il est en croissance très, très molle. Et c'est une croissance qui tient compte, qui n'est qu'une croissance en valeur. Donc, quand on doit impacter cette croissance, par exemple, de l'inflation, on peut avoir un vrai doute sur la croissance réelle de l'économie quand on n'a que 1,2%. Vous voyez que là, le référentiel, c'est 101,2, mais l'inflation étant supérieure à cela, on pourrait en conclure que globalement, en réalité, nous ne sommes pas en croissance. Et évidemment, on est tous aussi en connaissant bien notre portefeuille de clientèle, on sait très bien qu'il y a certains secteurs qui, à l'heure actuelle, sont largement inférieurs à ce seuil de croissance de 1,2%. Si on parle de l'immobilier, les agences immobilières, hein, ce qui se passe chez les notaires, ce qui se passe dans la promotion immobilière, par exemple, pour ne parler que de ça, c'est sûr que si on regarde l'industrie aéronautique, qui est quand même un poids conséquent en Occitanie, ben, elle tire cet indicateur vers le haut, alors que par contre, voilà, le bâtiment va le tirer vers le bas. L'agroalimentaire n'est pas non plus très, très glorieux. Donc, on est vraiment sur un niveau d'activité qui doit nous alerter, qui doit nous pousser à être d'autant plus vigilants et d'autant plus proactifs et proches de nos clients. Et c'est tout l'intérêt et tout l'objet de la réunion de ce soir. Très bien, alors on ne cesse de le marteler. Pour être efficace, il faut être dans l'anticipation des difficultés. Et pour pouvoir anticiper les difficultés, il faut être à l'écoute des signaux faibles. Donc, on a voulu vous parler un petit peu de l'anticipation et de la détection des signaux faibles. Quels sont les signaux faibles et comment on peut les détecter? Alors, là, on vous en a listé un certain nombre. Pour ne rien vous cacher, il y en a un certain nombre qui sortent de mon esprit, mais il y en a un certain nombre qui sortent, par exemple, de documentation qui viennent du MEDEF, de la CPME, de la CMA, ben voilà, qui alertent eux aussi leurs adhérents. Donc tout le monde va quand même un petit peu dans cette même direction, il faut s'en réjouir. Et donc je suis allé picorer des exemples que les uns et les autres donnaient. Et ce qu'on peut, j'ai listé deux catégories que je vais vous présenter maintenant. Donc les premiers, ceux qui nous sont les plus évidents de façon classique, ce sont les signaux faibles dits financiers. Donc on va parler de charges d'exploitation qui ne sont plus couvertes par les marges. Bon, là, clairement, si on est à ce niveau-là de déficit, on sait évidemment que ça ne va pas aller. Mais sans aller dans cette dégradation-là, on peut avoir une simple, entre guillemets, dégradation et détérioration du fonds de roulement, une capacité d'autofinancement qui devient insuffisante pour couvrir les échéances d'emprunt. Et ça, Dieu sait qu'avec le PGE, on est quand même de plus en plus nombreux à le constater chez nos clients. Je fais d'ailleurs un aparté. Souvent, on entend des communications dans lesquelles les acteurs financiers, bancaires, Banque de France insistent en disant qu'il y a finalement un taux de défaut du PGE qui est plutôt faible. Malheureusement pour nous, en fait, ça intègre mal notre tissu économique. Nous, on est dans la TPE et le poids relatif de la TPE est tellement faible qu'on passe assez facilement sous le radar. Et ensuite, ce que ça ne dit pas non plus, c'est par exemple qu'un dirigeant va baisser sa rémunération pour pouvoir payer le PGE. Donc finalement, oui, le PGE est payé, mais le dirigeant, notre client, il n'est pas payé, lui. Donc ça, c'est mal mesuré. Donc le niveau de difficulté du PGE, il faut qu'on arrive à l'apprécier différemment, posé par le PGE. Donc dans les autres signaux faibles financiers, voilà, on peut par exemple voir que le dirigeant ou l'entreprise, la société ne peut plus renouveler ses lignes de crédit, ses lignes de découvert. Et donc là, bon, on sait que ça va être compliqué. Elle a un refus de financement. Elle commence à avoir du retard dans les échéances sociales et fiscales. Très important, on le sait sous l'aspect pénal,
il faut toujours payer les cotisations salariales, mais si on veut faire de la vraie prévention et notamment saisir, on en parlera plus tard, la CCSF, la Commission des chefs des services financiers, il faut absolument que les parts salariales soient payées. C'est un préalable. Si les parts salariales ne sont pas payées, on ne peut pas demander d'étalement de ces dettes fiscales et sociales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et après, voilà, il y a des choses des fois que l'on voit où on peut mettre ça sur le biais d'un conflit avec un fournisseur ou autre. Mais voilà, si on voit que nos clients commencent à vraiment tirer sur les règlements fournisseurs pour s'améliorer artificiellement le besoin en fonds de roulement, là, bon, il faut quand même qu'on ait une alerte qui remonte. Ça, c'était donc pour les signaux faibles financiers. Si on en prend d'autres qui sont pour nous peut-être moins évidents ou moins dans notre ADN, ce sont des signaux faibles dits opérationnels ou de marché. Donc, par exemple, une trop grande dépendance à un client ou à un fournisseur, à un marché en particulier. Les notaires sont très dépendants de la transaction immobilière. Les transactions immobilières sont en baisse, les notaires sont en difficulté. Alors que c'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé, sur des cycles longs, on les a rarement vus en difficulté, nos clients notaires. Et après, il y a également, voilà, quand on a un client prépondérant ou très important, et voilà ce système de défaillance en cascade. J'ai un client qui est en défaillance, soit qui a un RJ, soit qui ne paye pas, soit qui ne me passe plus de commandes, soit qui étale, etc. Ouais, mais ça, on sait que ça peut nous mettre en difficulté. On a la sous-activité. Ça, on peut avoir un vrai rôle là-dedans. On a souvent nos clients, on le sait, qui se disent ça va aller mieux demain. Ils gardent leur outil, ils gardent leur personnel et ils sont dans une sous-activité qui devient de longue durée, qui commence à les épuiser progressivement. Moi ça m'est arrivé avec un de mes clients qui disait non, mais moi, l'équipe, elle est super, je veux la garder. Bon, mais finalement, il y en a beaucoup qui sont partis à licenciement économique dans le cadre d'un redressement judiciaire. Et j'aurais préféré qu'on puisse peut-être, certes, en licencier, mais moins, et on aurait sauvé en réalité beaucoup plus d'emplois. Voilà, la perte d'un marché important. D'ailleurs, c'était ce cas-là. Moi, c'était quelqu'un qui avait perdu un marché important et qui s'est retrouvé en grande difficulté. On peut avoir ça, on y pense moins. Voilà, j'ai passé commande de quelque chose, d'une matière première. On l'a vu l'année dernière, les composants. Ça a été voilà, ça a été un vrai sujet de crise l'année dernière. Des composants qui n'arrivaient pas, les commandes fournisseurs donc n'arrivaient pas, on ne pouvait pas honorer nos clients, et ainsi de suite. Ça pouvait créer des vraies tensions. L'obsolescence, ça c'est un peu à relier avec la capacité ou pas de se refinancer pour réinvestir. Et là, c'est là où le PGE peut avoir un rôle mortifère. Le PGE obère ma capacité d'endettement. Je ne peux pas faire mes investissements de maintien ou de renouvellement. Je vais rentrer en difficulté. Ça, on peut le voir. Par contre, on peut l'anticiper. Et après, le truc là, pour le coup, qui est un peu plus imprévisible, c'est la panne d'un outil de production. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des éléments qui doivent nous donner l'occasion de réagir et de discuter avec nos clients. Il y a d'autres éléments également qui sont plus humains, mais par exemple les dissensions entre associés ou les problématiques de recrutement, les problématiques de personnel et les difficultés de recrutement qui sont derrière. Tout ça sont des éléments qui viennent de s'ajouter et qui sont des signaux faibles également des annonciateurs de difficultés. Alors, comment les détecter, Eric? Comment les détecter? Alors, la première façon. De toi, parce que toi, tu l'as fait. Il faut mettre en place un questionnaire adapté dans nos dossiers de travail. Absolument, oui, c'est ce qu'on effectivement dans notre cabinet, c'est ce que nous avons mis en place. On a mis en place un questionnaire donc pour sensibiliser les collaborateurs au devoir de vigilance que nous devons avoir, un peu comme le font les commissaires aux comptes, mais sur ces fameux signaux faibles. Et donc, on les connaît, ces signaux faibles. Par contre, le fait de les avoir dans le dossier de travail, écrit, représenté, ça permet de mieux faire conscientiser, et notamment les collaborateurs qui sont souvent plus à l'écoute de l'entreprise que nous, qui ne voyons moins souvent. Le collaborateur qui est plus au quotidien, eh bien, lui va détecter immédiatement, par exemple en social, si on a des problèmes de recrutement, on va le savoir tout de suite. Avant même que ça remonte jusqu'à l'expert comptable, les collaborateurs ont la moyenne de le détecter et de signaler. Donc, je pense que c'est très important de formaliser cette détection des signaux faibles dans les dossiers de travail. Je t'avoue que j'ai suivi ton exemple, parce que je sais que tu l'as mis également en place. Alors, en l'occurrence, ça n'est pas vrai. Mais je trouve que c'est une excellente idée et donc je pense que nous allons le faire. Très bien.
Après, il y a d'autres outils Voilà, qui sont des outils déjà clés en main, je dirais, qu'on peut utiliser. Voilà. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns, s'il te plaît, Philippe? Voilà, donc là, je vais vous parler d'un outil qui est mis à notre disposition par le Conseil national, un petit peu compliqué à trouver et qui est donc dans la partie privée du site du Conseil national. Donc, il faut rentrer avec votre login et vous y rentrez. Tous les liens sont actifs sur le support que vous avez à disposition en téléchargement. Donc, tous les sites, on a voulu que tous les sites soient accessibles. Donc, tout ce qu'on va vous présenter ce soir, vous pouvez y aller, il suffit de cliquer. Donc, ce premier pré-diagnostic, donc là, c'est l'expert comptable et ou son équipe, évidemment, qui doit le faire, contrairement à d'autres où c'est le client qui va pouvoir être à la manœuvre. Donc là, c'est vraiment donc, sur le site privé. Donc là, vous avez une première vision. On va basculer et on va aller directement sur, voilà, là, c'est sur, je l'ai fait mettre en PDF parce que sinon, la navigation n'est pas très facile. Donc, ce pré-diagnostic, alors, il a aussi une utilité statistique pour le Conseil national, il faut le savoir. Donc, vous voyez le début, on va commencer à renseigner l'entreprise avec des questions, son année de création, etc., son activité principale, son statut, des informations liées aux dirigeants, puis des informations liées au cabinet d'expertise comptable. Et enfin, on va là davantage rentrer sur le questionnaire en tant que tel. Et vous allez voir que le questionnaire, il est beaucoup financier, mais pas exclusivement. Donc là, on est sur des indicateurs voilà, de chiffre d'affaires, de masse salariale, de marge, etc. Donc ça, c'est des éléments, typiquement, si vous voulez le mettre dans votre dossier de travail, ben, voilà, vous pouvez reprendre, pas tout, parce qu'il est quand même long et un peu fastidieux, mais vous pouvez le faire. Par contre, ça peut beaucoup vous aider dans un rendez-vous client pour l'aider à prendre vraiment conscience, le moment venu, vous savez, ce stade en amont où ils sont encore dans le je vais me refaire la cerise. Donc, où ça peut les aider à retoucher du doigt. Ouais, mais attends, la courbe finalement du chiffre d'affaires, elle est en continu, etc. J'ai des courbes de chiffre d'affaires qui baissent, ma salariale qui augmente. Ça, c'est des courbes qu'on voit régulièrement à l'heure actuelle parce que pénurie de main-d'œuvre, on paye plus cher les salariés et le chiffre d'affaires, il n'augmente pas aussi vite et la marge s'écrase. Voilà, typiquement. Donc là, on est sur les éléments financiers. On est sur, vous voyez, là, on n'est plus tellement, là, on est sur des outils. Est-ce que l'entreprise dispose d'outils de suivi de prévision? C'est l'occasion. Faisons aussi un petit peu de business, parce qu'on parlait de financement. Ben, si elle n'en a pas, de mettre en avant que nous, on est là pour les aider et que peut-être on va pouvoir leur mettre à disposition des tableaux de bord, des reportings, des indicateurs flash. Mais voilà. Donc ça, il y a aussi cette dynamique-là qu'on peut instaurer. Là, on touche du doigt, voilà ce que tu disais, Eric. L'entreprise rencontre-t-elle des difficultés dans le cas de la gestion de son personnel, qui soit de l'absentéisme, du turnover, du recrutement. Nous, on est bien placé pour dire on a des difficultés de recrutement. Mais par exemple, moi, j'ai un de mes très bons amis qui bosse chez Airbus, chez Airbus, et lui, le problème qu'ils ont, c'est l'absentéisme. Tous les jours, il manque 1500 salariés. Voilà. Et bon, on n'est pas les pires, en Espagne, c'est 2000, et en Allemagne aussi. Mais en attendant, voilà, chaque tissu économique a ses difficultés propres. Voilà, là, on a les questions sur les échéances fiscales, sociales, etc. Donc, on va tout passer. Bon, moi, le petit reproche que je ferais à ce questionnaire, bon, outre qu'il est assez long et que les réponses aux questions sont obligatoires, sinon c'est bloquant. Ensuite, un des vrais reproches que moi je lui fais, c'est que finalement, il n'y a pas de vraie conclusion. D'accord et donc moi, ça me gêne. Je trouve qu'un diagnostic, normalement, bien fait, ça doit conclure. Nous, on a l'habitude de conclure, c'est notre métier. On fait des constats, on conclut. Bon, là, ça manque un petit peu. Et je pense que si on doit l'utiliser pour le présenter à notre client, c'est pas plus mal de l'enrichir d'une conclusion. Donc ça, c'était un élément donné par le Conseil national. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième diagnostic, et là, pour le coup, c'est un autodiagnostic. Donc ça, c'est quelque chose que peut faire une entreprise, un chef d'entreprise, le soir, quand il est tout seul, personne autour, et qu'il n'a pas envie qu'on le regarde. Voilà, on peut l'encourager, et vous allez voir que là, c'est vraiment c'est un peu l'autodiagnostic, entre guillemets, et dit avec beaucoup d'empathie pour les nuls. Donc n'importe qui, même s'il n'a pas de culture économique, il peut le faire. Donc même système, on va aller sur Internet. Donc voilà comment ça se présente. Ça, c'est l'interface du CIP national, Centre d'information sur la prévention des difficultés.
Et donc, c'est national parce que c'est quelque chose qui est dupliqué au niveau national. Quand Eric m'a présenté, il a indiqué que nous étions tous les deux membres du CIP de la Haute-Garonne. Il y en a dans pratiquement tous les départements de l'Occitanie. Et je vous invite vraiment à vous en servir. Alors, en quoi ça consiste le CIP? Donc, c'est une structure qui se veut interprofessionnelle. Ça va réunir des avocats, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des membres de la CCI et des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat. En fonction des départements, ça se fait des fois la CCI, des fois la CMA, enfin, voilà, en fonction du département. Et qu'est-ce qui se fait? C'est un entretien du jeudi. Et donc, de façon confidentielle, un chef d'entreprise va solliciter le CIP pour avoir un avis tiers et extérieur. Et vraiment, je vous encourage les uns les autres, un, à le promouvoir, et deux, quand votre client il y va, venez. Parce qu'en fait, c'est absolument pas contre l'expert comptable, contre ses conseils. Au contraire, ça va vous aider à peut-être amener un client à accepter, à aller vers des procédures d'accompagnement et d'anticipation des difficultés. Donc vraiment, venez. Donc c'est le jeudi, vous voyez, c'est ici, et donc vous cliquez sur le lien. Et ensuite, sur le diagnostic, voilà, on lance le diagnostic, et là, vous allez voir, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus bref. Vous voyez, il y a 6 pages avec à chaque fois quelques questions. Donc, il va falloir que je réponde à toutes les questions. Bon, je vais les faire à la volée pour pas que ça dure trop de temps. Et je vais répondre un peu tout et son contraire. Mais à la fin, par contre, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir une conclusion. Alors, très souvent, ça va être de venir voir, voilà, il vous faut agir, voilà. Vous avez des difficultés, vous voyez, ça, c'est pas mal. Et si j'avais mis plein de trucs rouges, ce serait là, attention, il faut agir. Et des fois, tout à l'heure, sans faire exprès, quand je le retestais, j'étais sur un cas où tout allait bien. Bon, mais tant mieux à la limite, si tout va bien. Et donc, il faut s'en réjouir quand tout va bien. Mais en attendant, ce qui est bien, c'est que ça, le client peut le faire de façon autonome. Il peut cliquer un peu de son propre chef sur certaines notions. Également, pas forcément connu. Moi, je n'ai pas de problème à dire que je ne le connaissais pas et je l'ai découvert en préparant la réunion de ce soir. Il y a la Banque de France qui a mis en avant un nouveau dispositif qui s'appelle Opal et qui est un dispositif donc, de diagnostic financier qui doit permettre à un chef d'entreprise qui le souhaite de bénéficier de conseils vraiment d'opérateurs de la Banque de France qui vont les aider d'une part à analyser la performance de l'entreprise en question, de se situer par rapport à son secteur d'activité et également donc de pouvoir déjà, finalement, moi, je trouve que la première des utilités, c'est de connaître la Banque de France. Très souvent, les gens ne le connaissent pas. Ça permet de mieux comprendre sa notation, travailler dessus. Et donc, ils vont aussi les aider à se positionner sur l'impact de certaines décisions. Et cet outil est ouvert à qui? Toutes les entreprises peuvent le solliciter? Alors, malheureusement, non. Ils ont un peu bugué parce que, voilà, là, je vous ai mis ici, là, c'est comme si j'avais cliqué sur conditions de faisabilité et ça nous amène sur ce lien-là. Et je vais peut-être le grossir pour que tout le monde voit bien à l'écran. Et il y a un problème majeur, moi je trouve, c'est que pour pouvoir bénéficier du dispositif Opal, il faut que ce soit un dirigeant personne physique qui lance le dispositif. Or, aujourd'hui, on est quand même dans un certain nombre, même dans des mini-groupes, avec des mini-groupes où la société d'exploitation est présidée par une personne morale. Et là, on se retrouve dans une impossibilité d'accès à Opal. Bon. C'est écrit, hein, une société dirigée par une personne morale ne peut accéder aux produits Opal. Voilà, alors, on va leur faire remonter. Hein, Eric Gillis, ici présent, qui nous représente auprès de ces instances, on va leur dire pour déjà mieux comprendre pourquoi il y a cette impossibilité et peut-être pour leur dire que vraiment c'est un peu dommage parce que bon, peut-être qu'ils avaient peur d'être submergés par leur succès, mais là c'est vrai qu'ils se privent d'une audience ou en tout cas pour nous, de prospects qui nous intéresseraient. Et comme nous sommes sur les questions de financement, je reprécise quand même que tout ce que je viens de dire, évidemment, pour l'instant, c'était gratuit.
Quelqu'un qui fait son entretien du jeudi, c'est gratuit. Quelqu'un qui fait son autodiagnostic, c'est gratuit. Opal, c'est gratuit. D'accord? Par contre, derrière, nous, ce qu'on peut mettre en avant, c'est notre accompagnement, qui lui est payant. Bon, et comment on se fait payer? Ben, souvent, on se fait payer peut-être comme quand une entreprise est en difficulté, il ne faut pas hésiter à se faire payer en amont, à la prise de commande. Et on lance les travaux quand on est payé. Bon, je dis ça, je n'ai pas toujours réussi non plus, hein, mais bon, ça peut être une façon de regarder. Bien sûr. Donc, quand on a détecté les signaux faibles, on a pu mettre en place des actions correctives avec le dirigeant, le faire conscientiser aussi, ce qui est toujours difficile, l'état réel de la situation de son entreprise. Et malheureusement, parfois, on est quand même tenu de s'orienter vers les procédures. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit panorama des procédures et nous dire en quoi elles peuvent constituer un outil de gestion pour le chef d'entreprise, finalement? Alors voilà, donc effectivement, bon, c'est un petit mot d'introduction. On a une vraie bonne boîte à outils au niveau de l'accompagnement des entreprises en difficulté ou en amont de leurs difficultés. Et normalement, si on pilote bien, on a une procédure, un dispositif pour chaque stade. Donc évidemment, celles qui vont très particulièrement nous intéresser ce soir, plus particulièrement, si jamais on devait en parler quelques-unes, c'est vraiment le mandat ad hoc et la conciliation. Donc le mandat ad hoc et la conciliation, ce sont des procédures dites amiables. Même si elles se font sous l'égide et la tutelle fort bienveillante du tribunal de commerce, on est à ce moment-là en amont de l'état de cessation des paiements. En conciliation, on peut légèrement y rentrer, mais bon, le but du jeu, c'est de ne pas y être, sinon on n'est plus vraiment en mesure d'anticipation. Ensuite, si on est en état de cessation des paiements, on va basculer sur des procédures judiciaires et chacune arrive à un stade plus ou moins avancé des difficultés. La sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation, bon, on n'en parle plus. Le rétablissement professionnel, c'est pour les entreprises en difficulté. Donc l'objectif de ce soir, c'est pas de parler de tout ça. On va parler plus spécifiquement des procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la CCSF. Parce que souvent, ce que l'on constate, c'est que les entreprises essayent par elles-mêmes de trouver des solutions, un petit peu dans les différentes situations dans lesquelles elles se trouvent, et puis en désespoir de cause, elles s'orientent vers les procédures amiables. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire cette saisine de la CCSF au travers d'une procédure amiable, ou est-ce qu'il vaut mieux que l'entreprise et l'expert comptable donc fassent la saisie directe? Alors, très souvent, on a la tentation de vouloir s'en sortir par nous-mêmes, et donc on a tendance à mettre en avant, dans les premières choses à faire, dans nos premières diligences, d'aller faire la saisine de la CCSF, mais en réalité, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est souvent d'attendre de rentrer dans le cadre d'une procédure amiable, mandat ad hoc ou conciliation, pour ensuite faire la saisine de la CCSF dans ce cadre-là. Alors pourquoi? Parce qu'on a en général des meilleurs délais de règlement. Voilà. Si on y va tout seul et en amont, on aura souvent un plan d'apurement des dettes moins long que si on y va dans le cadre d'une procédure générale de remise à plat des dettes. Même si on a constaté en sortie de Covid qu'on avait en direct des délais relativement longs qui étaient accordés aux entreprises. Bon, c'est en train de revenir sur ce que c'était avant. Et donc, effectivement, il y a vraiment un intérêt, je pense, à passer par la procédure amiable. Oui, parce qu'effectivement, dans les raisons qui font que 2024 sera certainement une année un petit peu compliquée, c'est qu'on est vraiment dans un retour à la normale générale. C'est-à-dire que les URSSAF recommencent à signer en cessation de paiement. Ce sont quand même les premiers pourvoyeurs de cessation de paiement, hein, ce sont les URSSAF. Les chefs d'entreprise TNS sont en fin d'apurement de leurs dettes de cotisation sociale personnelle. Les PGE sont en plein remboursement. Et donc, effectivement, les CCSF reprennent aussi leurs anciennes habitudes d'avant Covid. D'accord? Donc, on est plus à devoir à nous projeter. Pour les plus anciens, alors pour les plus jeunes, voilà, il faut découvrir. Mais ce qu'on connaissait jusqu'à 2019 à peu près. On revient à ce monde-là, à ce monde d'avant. Et le monde d'avant, c'est ça. C'est pour optimiser ses chances de réussite, il faut savoir se créer du passif, du bon passif. Donc, pas des parts salariales, des parts patronales, de la TVA, potentiellement des fournisseurs, ceux dont on sait qu'ils ne pourront pas nous lâcher. Et ensuite, discuter avec ces établissements bancaires.
en anticipation. Si on sait qu'on a un billet de trésorerie, on y va avant que le billet de trésorerie soit à terme, sinon c'est trop tard. Donc voilà. Donc les procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, pour faire un petit focus et un petit point de comparaison sur les deux. Donc globalement, comment ça se fait? Moi, je peux toujours vous dire comment je fais. Moi, en fait, à Toulouse, l'usage, c'est pas vrai dans tous les départements, mais l'usage, c'est que le mandataire ad hoc ou le conciliateur, c'est forcément un administrateur judiciaire. Dans d'autres tribunaux de commerce, c'est pas forcément le cas, mais dans tous les cas, on connaît globalement quand on est dans son écosystème, et si on ne connaît pas, on se rapproche du tribunal de commerce pour savoir qui c'est qui est mandataire ad hoc ou conciliateur. Il ne faut pas hésiter à les appeler. De la même façon qu'on fait l'interprofessionnalité avec les avocats, on les appelle, on prend un rendez-vous, on présente le dossier et on se laisse un petit peu porter par les gens qui sont vraiment là-dedans. Ils vont nous aider à choisir déjà, à arbitrer dans quelle première procédure on se met. Est-ce qu'on se met direct en mandat ad hoc ou direct en conciliation? Alors qu'on peut, sachant qu'on peut alterner entre les deux procédures, on peut commencer en mandat ad hoc et finir en conciliation. Alors, pourquoi des fois on commence en mandat ad hoc et on finit en conciliation? C'est quand on pense qu'on va avoir, vous voyez, plus de 5 mois de discussion. Là, pour ne pas être limité dans le temps, on va peut-être commencer en mandat ad hoc pour ensuite finir en conciliation. Et pourquoi on finit en conciliation? En règle générale, on finit en conciliation. Pourquoi? Par rapport à la partie basse là, de la slide, c'est qu'en général, et notamment si on parle avec les banquiers, qui si vous accordent de nouvelles conditions bancaires, par exemple, ils vont vous accorder un nouvel emprunt, un nouvel étalement, ils vont demander ce qu'on appelle le privilège de new money. Et pour pouvoir bénéficier de ce privilège de new money, il faut faire homologuer l'accord de conciliation, enfin l'accord. Et donc ça ne se fait que dans le cadre d'une conciliation. Donc c'est le cadre juridique qui va nous guider. Donc d'abord le facteur temps, puis finalement le cadre juridique dans lequel on va terminer notre discussion avec nos interlocuteurs. Donc c'est là qu'on voit quand même que ces procédures sont un vrai outil de gestion. Et que si on est en anticipation, qu'on n'est pas encore arrivé à cette étape fatidique de la cessation des paiements, on a la possibilité, en les manipulant, je dirais, dans une bonne stratégie, d'obtenir quelque chose de très, très valable pour la sortie des difficultés, quoi. Ouais, et vraiment, bon, il y a une utilité. Ça peut aussi servir à préparer. C'est-à-dire, c'est un peu pour ça qu'à Toulouse, ils ont cet usage. C'est-à-dire que malheureusement, comme on le fait trop tard, très souvent, le mandat ad hoc et la conciliation servent finalement à préparer le redressement judiciaire. Mais c'est un contresens. Normalement, c'est pour l'éviter quand même. Donc, il faut vraiment, mais aujourd'hui, tout le monde a la conscience. C'est vrai que quand même les consciences ont progressé là-dessus. Il faut vraiment qu'on s'en serve pour les éviter. Et quand on rentre dans ces procédures également, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau bancaire, quand bien même ça fait un petit peu peur, on change d'interlocuteur, on bascule, on n'est plus avec son conseiller du quotidien, qui est plus ou moins compétent en la matière, qu'on connaît plus ou moins parce qu'il change tous les 2 ans. Et là, on va basculer avec des nouveaux interlocuteurs, ceux des affaires spéciales, bon, qui souvent au début se comportent de façon un peu violente, hein, il faut le reconnaître, hein, mais une fois que cette violence première est passée, en général, on est qu'entre techniciens du traitement de la difficulté. Et finalement, ces techniciens-là, ils le font un peu, moi je trouve, comme les chirurgiens, c'est-à-dire qu'ils vont vous soigner, il n'y a pas trop d'empathie, pas trop de prise en compte, mais par contre, il y a beaucoup de technique. Donc l'empathie, c'est à nous de savoir la mettre durant l'accompagnement qu'on va fournir à notre client et ensuite à accompagner tout ce beau monde, que ce soit donc le mandataire ad hoc ou le conciliateur, l'avocat, parce qu'il y a aussi un avocat dans la boucle évidemment, le tribunal de commerce, les banquiers, les affaires spéciales, éventuellement les fournisseurs. On est finalement, les crédits bailleurs, voilà, tout à fait. On est au cœur de tout ce sujet-là. C'est passionnant et vraiment, ça permet de sauver un vrai grand nombre de nos clients. Donc, on est gagnant de faire ces procédures-là. Donc, un petit point de situation sur l'actualité. Alors, elle n'est pas complètement récente parce que les derniers chiffres que j'ai à disposition, c'est au niveau de, ça date du mois de mai. Ça, c'est national. Hein. Ça vient du Comité national de prévention.
Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que là où il faudrait qu'on soit en progression, on est en régression, et là où on souhaiterait être en diminution, nous sommes en progression. Donc, tout va pas bien. Alors après, ce sont des chiffres, comme très souvent à nuancer, c'est-à-dire qu'il y a énormément de liquidations. On le sait, c'est du rattrapage. Il y avait tout un tas de sociétés qui étaient des sociétés dites fantômes. Donc, il y a énormément de liquidations là, qui sont avec des sociétés sans activité ou sans salariés, enfin des microstructures. Pour autant, ce qui est incontestable et qui est bien malheureux, c'est qu'au mois de mai 2023, il y a 54% de moins de mandats ad hoc que l'année d'avant. Que la conciliation, il y en a moins que l'année d'avant. Alors qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Il faut absolument qu'il y en ait plus. On peut se réjouir qu'il y ait plus de sauvegardes parce que c'est le stade le moins avancé des procédures judiciaires, mais par contre, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas être satisfait du fait qu'il y ait moins de mandats ad hoc ou de conciliation, alors qu'on sait tous que ça va moins bien. Donc là, il faut qu'on soit tous vigilants, qu'on utilise notre connaissance de nos clients, qu'on sensibilise nos collaborateurs et qu'on fasse ces fameux questionnaires et qu'on y aille vers les tribunaux de commerce pour lancer ces procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Voilà, ça c'est une stat qui est stable dans le temps. Quand vous faites une procédure amiable, que ce soit un mandat ad hoc ou une conciliation, le taux de réussite c'est 75%. Quand votre client bascule en redressement judiciaire, le taux de survie à 5 ans, il est constant, il n'a jamais progressé, c'est à 5%. Donc pour nous, experts comptables, c'est quand même fondamental d'être dans l'anticipation. On l'a vu, on l'a dit à toutes les conférences quasiment, puisqu'on a une chance de garder 75% de notre clientèle en difficulté. Oui. Alors que cette chance de conservation, elle diminue à 5% dès lors que nous sommes en plan de continuation. Donc c'est quand même préoccupant. Et donc effectivement, l'accompagnement, il faut le faire le plus en amont possible. Voilà. Et un client dont on anticipe les difficultés, c'est un client qui reste solvable, qui reste en capacité de nous payer. Alors qu'un client qui rentre en énorme difficulté en RJ, c'est celui-là qui arrête de nous payer et c'est celui-là qu'on finit par abandonner. Donc, un, on se fait planter sur nos honoraires. Deux, ça nous fait une mauvaise publicité parce que le client, il arrive au tribunal de commerce. Comme on n'y est pas, parce qu'on n'est pas payé, la première des choses qu'il fait, c'est descendre son expert comptable. Donc, on est perdant-perdant. Donc, il faut absolument que là-dessus, on soit proactif et que de toute façon, un client qui ne nous paye pas, c'est un signal faible. Peut-être qu'il est en difficulté. Donc, il faut peut-être que celui-là, je m'en rapproche pour savoir pourquoi il ne me paye pas. Il ne me paye pas parce qu'il est mécontent ou il ne me paye pas parce qu'il est en difficulté. Ce n'est pas la même raison. Donc ça, il faut vraiment qu'on le travaille et qu'on évite de rentrer en conflit avec nos clients à cause des non-paiements parce que au contraire, c'est ce client-là qui en général a besoin de nous. Voilà. Donc, travaillons notre poste client, vous verrez que ça nous aidera à les sortir de la panade ou bien à se rendre compte qu'ils sont insouvables. Mais au moins, on s'en sera tant là aussi. En fait, on n'a rien à perdre en faisant ce travail-là. Et alors, on a fait un petit panorama, donc là, très rapide, hein, des procédures amiables et judiciaires. Qu'en est-il du soutien, justement, des dispositifs de soutien aux entreprises? Là aussi, puisqu'on c'est quand même le sujet du financement, donc on peut peut-être l'aborder par ce biais. Alors, il y a deux dispositifs évidents qui sont des dispositifs évidents, connus, assez connus, qui sont la médiation du crédit et la médiation des entreprises. Alors, la médiation du crédit, donc ça, c'est la page d'accueil. On voit les pareils sur le site internet. Donc, c'est sur le site de la Banque de France. Et donc, à la base, cette page de médiation du crédit, le plus grand nombre l'a connue là, dans l'actualité du PGE. Souvent, c'était « j'ai du mal à obtenir mon PGE », donc on saisissait le médiateur du crédit pour avoir son PGE. Et aujourd'hui, c'est « j'ai du mal à rembourser mon PGE, j'ai quelques difficultés », et là, on nous encourage à aller saisir la médiation du crédit. C'est une bonne solution, ça? Alors, pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions. Pour moi, la meilleure des solutions, et clairement, c'est de passer par la conciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence qui est majeure. C'est évidemment le PGE prêt garanti par l'État. Donc, nous avons la garantie de l'État. L'établissement bancaire bénéficie de la garantie de l'État, donc indirectement notre client. Et malheureusement, si on passe par la médiation du crédit, cette garantie tombe. Donc là, on va vite voir arriver des notions de et la caution, et voilà. Alors que si nous passons par la conciliation, la garantie de l'État reste.
Donc, vous voyez pourquoi c'est voilà, dans la balance des avantages et des inconvénients. Alors oui, il y a un coût, parce que la conciliation, il faut payer le conciliateur, etc. Et franchement, c'est le coût de la sécurité. Moi, je sais qu'entre les deux, bon, évidemment, dans le cadre de notre devoir de conseil, on va évoquer auprès de notre client les deux dispositifs, mais je sais lequel je vais plutôt mettre en avant. Et je mettrai en avant clairement plutôt la conciliation. Et en plus, en général, on en revient à la même chose, c'est que s'il y a cette difficulté particulière, l'attaquer que par le prisme j'ai un problème avec mon PGE, enfin, David, vous allez d'autant plus nous en parler tout à l'heure dans les éléments de restructuration, c'est qu'en général, on met juste un sparadrap sur une jambe de bois, là, ça ne colle pas. C'est certainement, on a d'autres problèmes. Donc, on peut traiter beaucoup de problèmes, d'autres problèmes financiers par le biais des procédures amiables qui s'y prêtent plus. Pardon. Et ensuite, avec David ou certains de ses confrères, on pourra travailler sur des sujets plus structurels et structurants au niveau de l'entreprise. Donc oui, c'est bien la médiation, mais ce n'est pas la panacée. Et pourquoi on va voir le médiateur du crédit du coup? Qu'est-ce qui peut nous inciter à aller le voir? Ah ben ça, pour ces cas-là quand même, Oui. si tu veux y aller. Après, ça peut être parce que tu n'arrives pas. Voilà, tu vois, les 5 principaux motifs de saisie, on les a à l'écran. Dénonciation de découvert ou autre ligne de crédit. Voilà, refus de rééchelonnement de dette, etc. Donc là, c'est à voir. C'est si vraiment on n'a qu'un problème ponctuel, mais ou bien qui n'est ciblé que là-dessus. Voilà. Mais après, si tu es déjà caution, tu as ton découvert bancaire dont tes cautions qu'on refuse de te redonner. Qui retourne, tu es déjà caution, tu l'avais déjà donné. Bon, après tout, si on l'a accepté une fois, on peut l'accepter 2 fois. À nous de voir, mais bon, ça ne change pas. Là, je mettais surtout en avant avantages et inconvénients dans le cas particulier du PGE et de la garantie de l'État. Donc là aussi, service gratuit et confidentiel. Oui, c'est fondamental. Bien sûr. Donc ensuite, la deuxième médiation, alors celle-là, moi j'avoue que je ne l'ai jamais pratiquée, c'est la médiation des entreprises. Alors celle-là, elle est à destination des entreprises, donc on vous met en relation avec un médiateur qui doit normalement voilà, vous aider à rentrer en négociation avec un fournisseur, avec un client. Voilà, c'est un litige. Une administration aussi. Voilà, ou une administration. Et bon, moi, tu l'as déjà fait, toi? Voilà. Moi, je ne l'ai jamais fait non plus. Donc, mais bon, je le porte à votre connaissance si vous ne le connaissez pas. S'il y en a qui connaissent et qui veulent nous faire part de leur expérience, ben, écoutez, c'est le bienvenu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en avant. Toujours pareil, a priori, dispositif confidentiel, gratuit, et qui donc peut être tentant pour nos clients. Merci Philippe. Avec plaisir. David, est-ce qu'il existe des solutions pour aider l'entreprise en difficulté dans l'amélioration de sa stratégie RH? Alors, on le voit, il s'agit des prestations de conseil en ressources humaines que Philippe nous a spoilé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il a déjà fait la transition. Merci Philippe. Oui, alors au-delà de ça, peut-être rappeler quand même que effectivement l'anticipation est primordiale, et d'autant plus que les dirigeants d'entreprise, on le sait tous autour de la table, ont la tête sous l'eau, et il est toujours difficile pour un chef d'entreprise d'avoir effectivement ces signaux, forts ou faibles, et d'accepter d'être en difficulté. Et on sait pertinemment que la spirale, une fois qu'elle est démarrée, ça peut aller très très vite. Donc effectivement, je rejoins sur tout ce que vous disiez, tous ces signaux, effectivement, de pouvoir les détecter le plus rapidement possible, c'est primordial. Et vous avez présenté des outils qui sont quand même assez intéressants pour pouvoir les détecter, en tous les cas créer une alerte pour le chef d'entreprise. Derrière, effectivement, sur la partie ressources humaines, il existe des approches complémentaires, il existe des dispositifs, c'est notamment par l'État, ce dispositif qui s'appelle PCRH, prestation de conseil en ressources humaines. L'idée étant de ne pas forcément travailler sur un aspect purement financier, pas purement technique, mais plutôt en transversalité, de s'assurer qu'au niveau des ressources humaines, dans toutes ces composantes, on va pouvoir accompagner les entreprises, d'une part à détecter là aussi des difficultés ou de probables difficultés, ou d'y être carrément, et auquel cas de mener des plans d'action pour essayer de les résorber avec les différentes parties prenantes et notamment les experts comptables. Et donc là, vous avez un panorama, en tous les cas,
de ce que couvre les PCRH, donc couverts par l'État, et les DRIDS régionales, qui ne sont plus sollicitables sur ce sujet directement. Je vais y revenir derrière, parce qu'elles ont conventionné avec les OPCO. Et ça, c'est important de le savoir. Néanmoins, on voit que le dispositif peut couvrir un peu tous les champs, stratégie RH, comment recruter différemment, mieux, faire face à des transformations sociales, parce que j'ai passé un cap et je dois, par exemple, mettre en place un CSE, j'ai atteint un certain seuil, ou bien faire face à des, on fait face à des difficultés dans le dialogue social. En général, ça va très vite quand une entreprise est en difficulté. Donc, il y a différentes approches à avoir et en fait, on peut couvrir différents champs de façon à améliorer cet aspect ressources humaines au global. On va travailler, on peut avoir une approche sur les organisations de travail et on sait aujourd'hui que c'est quand même un sujet clé, notamment avec le télétravail, et on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours, plusieurs dispositifs, plusieurs approches qui sont aujourd'hui dans les discussions. Et puis, faire face aussi tout ce qui touche à la transition dans une période où on doit digitaliser de plus en plus et les TPE et PME sont aussi concernés par ces évolutions-là. Transition écologique, transition numérique, on sait que ce sont deux axes aujourd'hui qu'on entend parler de façon assez conséquente et poussée par l'État, évidemment. Parce que la difficulté du chef d'entreprise qui est en difficulté, c'est qu'il va devoir agir sur 2 niveaux, même dans l'échelle de temps. Un niveau à court terme, qui va être le traitement de la difficulté, et aussi un niveau en moyen, voire long terme, parce qu'il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Et la difficulté, c'est vraiment d'avoir cette double lecture, je dirais, de la stratégie. Et on peut donc faire rentrer la PCRH dans le cadre de cette stratégie pour être aidé, je dirais, dans les prises de décision qui s'imposent. Oui, il va y avoir une première étape qui va permettre justement, en tous les cas, de faire ce premier bilan et de pouvoir répondre à l'urgence, quelque part, et se mobiliser pour définir un plan d'action qui sera après opérable sur la durée. Et on va le voir, il y a plusieurs typologies de dispositifs. Alors, en tous les cas, là on est toujours sur les mêmes sujets, mais oui, sachez que tout est accessible, en tous les cas, sur les fondements de la PCRH sur le site que vous avez là aussi. On peut, Philippe, si on a le roi d'Internet, on en profite. Voilà, c'est le site de toute manière du ministère du Travail et du plein emploi et de l'insertion, puisque c'est la nouvelle dénomination. Et donc, ce dispositif-là est accessible. En tous les cas, les tenants et les aboutissants de ce dispositif sont accessibles sur ce site. Ça nécessite en tous les cas d'aller faire un peu de recherche. Oui, il y a des critères. Il y a des critères. Non, mais c'est bien, c'est notre tissu économique. Voilà, un critère qui nous concerne. Voilà. Exactement. TPE, PME. Salariés, pas l'auto-entrepreneur. Exactement. Et vous allez voir qu'on va le préciser un petit peu quand on va parler aussi des OPCO. Ça vient affiner en tous les cas ces critères et d'essayer de privilégier effectivement les TPE, PME. Oui. Donc 100% par l'État et donc des dépenses qui peuvent être prises en charge dans le cadre de cette Oui. Mais là aussi avec des durées. Tout est capé, bien évidemment, et on va y venir derrière, justement. Donc ça, c'était le site, exactement. Donc, quels sont les dispositifs qui nous permettent donc de financer ces diagnostics et les accompagnements des entreprises? Je pense que vous en avez relevé un certain nombre. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de balayer un panorama. Ça n'est pas l'exhaustivité. Il en existe beaucoup plus, mais c'est d'essayer de montrer, en tous les cas, sur quelques axes clés qui sont accessibles, justement pour essayer d'aller détecter, diagnostiquer ces étapes-là suite à l'émission de signaux d'alerte ou via le cabinet d'expertise comptable ou par d'autres moyens, d'autres voies. Et donc, là, ici, je vous en ai listé quelques principaux. Les OPCO qui ont conventionné, ou plutôt l'État qui a conventionné avec les OPCO. Et là, il y a 11 OPCO aujourd'hui de référence qui sont les acteurs clés sur ce sujet. Il y a la région
mais la région qui va avoir des critères de sélection beaucoup plus précis, je ne l'aborde pas là, mais c'est accessible également sur leur site. Par exemple, il ne faut pas que l'entreprise soit en difficulté. Déjà, ça c'est un premier sujet, alors que les OPCO ne vont pas rentrer dans ce niveau de granularité. Au contraire, c'est même justement pour aider les entreprises en difficulté. Ça, on l'avait par exemple dans un dispositif qui n'existe plus, s'il n'y a plus de fonds, le passe-rebond, où un des critères, c'était ne pas être par exemple en situation de capital rebond négatif ou autre. Tout à fait. Donc le passe-rebond, il ne fallait pas partir trop bas, quoi. Oui. Bon, la PFA qui est plutôt dédiée à l'automobile et BPI France qui aussi propose des dispositifs que je n'ai pas prévu en tous les cas d'aborder là. Ils ont un panel en fait d'accompagnement qui est vraiment très large et avec des éléments hyper précis. Mais là aussi, il y a des prises en charge en partie, mais il y a un reste à charge aussi pour les entreprises qui n'est pas forcément négligeable. Et donc, que je comprenne bien, vous, quand vous intervenez dans les entreprises, dans le cadre de votre activité, vous recherchez ce genre d'aide, de financement pour, en même temps, pour couvrir aussi votre intervention. Parce que ça coûte cher pour une entreprise en difficulté de faire intervenir des personnes extérieures. Exactement. C'est une contrainte de plus pour une entreprise qui déjà est en difficulté. Donc l'idée, c'est de nous appuyer le plus possible sur des dispositifs existants et qui permettent de financer notre intervention pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un minimum de reste à charge, voire idéalement aucun reste à charge pour l'entreprise. C'est pertinemment que TPE, PME, les capacités financières sont quand même limitées, donc l'objectif étant de ne pas renforcer la difficulté. Et on peut préciser que comme on cherche l'interprofessionnalité, on peut travailler ensemble dans cette prise en charge. Et ce soit très clair, on n'est pas juste en train de servir la soupe ou le marchepied à un consultant. On travaille en interprofessionnalité et on peut vraiment travailler ensemble en co-traitance, en sous-traitance, en partenariat sur les sujets divers et variés. Exactement, la complémentarité est primordiale de par votre connaissance aussi de l'entreprise. Les cabinets d'expertise comptable ont cet avantage, et tant mieux, il faut pouvoir capitaliser dessus, rebondir dessus et le mettre à profit de l'entreprise. Donc, plus on sera intelligent dans la collaboration, plus on aura la possibilité de faire en sorte que l'activité des entreprises soit pérennisée, en tous les cas de les aider, parce qu'on ne va pas être magicien non plus, évidemment pas, mais on va essayer en tous les cas de leur apporter toutes les briques nécessaires pour y arriver, et ça en collaboration directe. Tout à fait. Donc pour vous brosser quelques exemples, là je prends l'exemple de l'Opcommerce, puisque chaque entreprise, en fonction de son référencement, va adhérer ou pas directement. Quand je dis adhérer, c'est pas dans le sens adhésion payante, c'est par le référencement, va être rattaché à un OPCO. Et donc là, l'idée, c'était de vous en balayer quelques-uns. Tout à l'heure, Eric, vous disiez, vous rebondissiez sur le site de l'État en disant mais c'est pris en charge à 100%. Alors en fait, l'État prend en charge à 100% les 50% d'une intervention. Donc au final, oui, exactement. Comme pour la simplification, c'est assez subtil. Et c'est notre travail, nous aussi, d'aller déverrouiller tout ça, déverminer un peu toute cette approche pour essayer d'avoir une clé de lecture assez simplifiée de ce qui est accessible. Et en complémentarité, donc, des OPCO. Et les OPCO, si on peut prendre un principe, un schéma de base, l'État va financer à 50%, l'OPCO à 50%. Mais derrière, on va rajouter des critères. On va rajouter des critères de durée, de périmètre, qui est somme toute assez identiques selon les OPCO, même s'ils aiment bien pouvoir je dirais quelque part mettre leur vernis, ce qui est un petit peu logique. Et également sur la durée et sur le financement en fonction aussi de taille d'entreprise. Là, par exemple, l'Opcommerce, on voit ici quelques thématiques principales qui peuvent être prises en charge dans le cadre de ce diagnostic, donc financé en tout ou partie. Et donc là, quelques thèmes comme améliorer l'efficacité interne et la relation client. Et ce n'est pas directement lié à des RH, mais pour autant, il va falloir des hommes et des femmes, et il va falloir une très bonne organisation pour aller travailler sur l'organisation interne et cette relation client. Les projets d'innovation, parce que l'innovation permet de toute manière de viser l'avenir,
Et quand on parle d'innovation sur le commerce, on ne parle pas d'aller sur la Lune. Je veux dire, c'est vraiment une innovation associée au secteur d'activité. Et il y en a vraiment de partout des innovations. Anticiper les transformations et les mutations économiques, et c'est vrai qu'on y est confronté de plus en plus aujourd'hui. Travailler l'attractivité, la visibilité. Vous parliez de recrutement tout à l'heure. C'est un vrai sujet aujourd'hui. On le voit bien dans notre activité. On est confronté à toutes les filières et toutes les typologies d'entreprises et toutes tailles. Au-delà d'un Airbus qui peut avoir d'autres approches. Néanmoins, ils sont aussi confrontés, selon les sites, selon la situation géographique, à des difficultés de recrutement. Il n'y a plus aucun secteur aujourd'hui d'activité qui est épargné. Et donc, il y a de fait une concurrence qui s'opère entre secteurs d'activité. Donc là aussi, comment on va pouvoir se sortir de ça et essayer d'être visible et travailler sa marque employeur, attirer. Et ça, c'est valable vraiment pour absolument toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et même, je dirais, nous aussi, quand on est cabinet, quand on fait du conseil, on est aussi confronté à ces attraits-là. Pour le sujet d'entreprise qui est en difficulté, effectivement, au-delà du traitement de la difficulté, il y a aussi un travail qui doit être fait pour analyser les raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation et faire en sorte de ne plus s'y retrouver. Donc, je suppose que dans l'amélioration de l'efficacité de la relation client, de l'innovation ou de la transformation digitale, par exemple, on peut aussi inclure effectivement les éléments de stratégie qu'on va mettre en place dans l'entreprise en difficulté pour la sortir de ce contexte négatif qui a eu pour conséquence de la mettre en difficulté. Donc, je pense que ça rentre pleinement dans le champ. Exactement, Eric. L'idée aussi de ces diagnostics, c'est vraiment d'être un facteur déclencheur pour le dirigeant, c'est-à-dire je prends en compte ma situation, et ce qui n'est pas toujours facile, et effectivement, je mets le doigt, en tous les cas, je mets le doigt avec les partenaires que nous sommes, vous et nous, on met le doigt sur les actions à mener, le plan d'action à définir pour permettre en tous les cas une sortie de crise, une sortie des difficultés à court, moyen, long terme, en fonction du niveau en tous les cas d'avancée des difficultés. Alors, toute la subtilité va résider dans le fait que selon les OPCO, on ne va pas avoir la possibilité d'accéder à une même durée. Comme là, par exemple, l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est assez court pour le commerce, de 1 à 5 jours d'intervention. C'est lié aussi à des enveloppes qui leur sont en tous les cas diligentées. Vous allez me dire, c'est très court. C'est très court, mais tout va dépendre aussi le niveau. Oui, un jour, effectivement, il ne faut pas que les difficultés soient très importantes. En tous les cas, ça peut permettre déjà de commencer à balayer un premier jet. En 5 jours, je peux vous dire qu'on en fait. On arrive vraiment, quand on 5 jours dedans, on arrive vraiment à déceler pas mal de choses. La contrainte de tout ça, de tous ces dispositifs-là, c'est au départ, c'est très administratif. Il y a beaucoup d'administratifs, il faut pouvoir tout justifier, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on va aller faire dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on attend en termes de sortie et de plans d'action et de propositions et de recommandations. Donc là, nous sommes rompus au sujet, bien évidemment, et donc toute cette partie-là, on sait la traiter, on sait l'adresser en amont et en aval. Mais c'est pas négligeable, il y a quand même une démarche, mais c'est de notre rôle, que ce soit vous ou nous, quand on accompagne les entreprises, de réaliser ce pan-là. Si on prend un autre OPCO, par exemple l'OPCO EP, qui concerne les entreprises de proximité, alors on voit toujours à peu près, pour les moins de 250 salariés, ça c'est d'ordre général, avec un nouveau critère, plus ou moins 50 salariés, qu'on a vu précédemment là aussi. Donc il y a 2 critères entre, vraiment on va se rapprocher de la TPE et la petite PME, ou bien la plus grosse PME. On voit que les thématiques sont grosso modo, même si elles sont expliquées différemment, on reste sur les mêmes sujets. Il y en a un peu plus, c'était vraiment l'idée de faire un premier jet, un panorama, en tous les cas des éléments les plus importants, en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Là, vous voyez, la durée, c'est à discuter. L'OPCO EP ne fige pas, ne capte pas le maximum. On peut en discuter. D'ordre général, la moyenne, c'est ce que je voulais préciser là, on tourne entre 5 et 10 jours.
Mais vous allez le voir derrière, on peut aller beaucoup plus selon les OPCO. Juste, pardon, on parle de cette fois que nous voyons qu'il y a un financement possible à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est là aussi le très gros de notre clientèle. Par contre, il y a un prix de journée qui est défini. On parle de combien d'argent, grosso modo? C'est quoi la valeur de jour? En général, on tourne autour de 1 000 € par jour. C'est capé. Donc là, si on dit 10 jours, il faut que la prestation rentre dans les 10 000 €. D'accord. Voilà, c'est ce qui est communément pratiqué chez tout le monde. Sinon, ça veut dire que derrière, si ou l'expert comptable ou le cabinet pratique des tarifs au-delà, c'est un reste à charge pour l'entreprise. Mais l'objectif étant évidemment de rester, comme je le disais, nous, ça coûte 1 000 € et à plein de fois, on ne facture pas 1 000 € la journée. Donc, ça montre bien aussi qu'il y a un potentiel. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se saisir de ces questions-là, parce qu'il y a en plus du fait de bien faire son job et de le faire différemment auprès de son client, il y a en plus des ressources à aller chercher. Oui. Alors, quand on parle de ces montants-là, en général, il faut avoir conscience que quand on dit une journée 1 000 €, on ne travaille pas pour une journée. Une journée d'intervention représente 4-5 jours de travail parce qu'il y a toute la partie amont, préparation, il y a l'exploitation, souvent on revient parce qu'on décèle des éléments qu'il faut creuser. Et donc, il y a vraiment toute cette… il y a la partie amont et la partie aval qui représentent ce montant global. Effectivement, sinon, ça serait quand même un peu surévalué. Mais non, il y a du travail derrière. C'est pas non plus hyper choquant, mais… Non, c'est une moyenne générale, effectivement. Si on prend un autre OPCO, un troisième, là, l'OPCO 2I, donc sur la partie industrie, interindustrie, on est sur les mêmes thématiques, moins de 250 salariés, pour pouvoir avoir une prise en charge. Et on voit que là, on a été un peu plus loin en termes de capacité, c'est-à-dire qu'il y a des accompagnements courts, de 1 à 10 jours d'intervention possible, et des accompagnements plus longs, jusqu'à 20 jours d'intervention et financement, avec un financement possible, pareil, de 50 à 100%. Donc, il y a du cas par cas. Ça va dépendre des sujets. Par exemple, en ce moment, la transition écologique étant un axe fort, on sait qu'on va pouvoir financer à 100% des dispositifs d'accompagnement des entreprises sur le volet de la transition écologique, mais à des fins de ressources humaines. On n'est pas là pour se dire il faut économiser de l'énergie. Bien sûr qu'on le sait tout ça, mais comment on le met en œuvre? Qu'est-ce que ça nécessite comme accompagnement des entreprises, comme accompagnement des salariés? Il y a une évolution des compétences certainement à opérer, et ce travail-là va être primé par le OPCO 2I et potentiellement financé à 100%. Vous voyez, il y a encore des critères. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Mais après, il y a des critères complémentaires. Mais ça montre bien aussi qu'on est bien dans l'anticipation, et bien dans la prévention. Tout à fait. On voit qu'un accompagnement approfondi de 10 à 20 jours, ça commence à faire une grosse mission quand même. Oui, c'est vrai que c'est l'avantage de l'OPCO 2I qui est un gros OPCO en fait, et qui a plus de fonds, plus de moyens. Au final, la différence, pardon, elle réside là-dedans. C'est la capacité et le nombre d'entreprises qui sont rattachées à un OPCO, et donc sa capacité à lui aussi à pouvoir financer les accompagnements. Des questions très concrètes. Il vaut mieux y aller en début d'année ou attendre la fin de l'année? Oui, je ne vais pas vous le cacher. Évidemment, les enveloppes se rediscutent en cours d'année. Là, par exemple, l'année 2023, on est arrivé au mois de début septembre où tous les OPCO avaient consommé leur enveloppe. Et parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, 2023, on a vu une recrudescence après Covid. Il y a eu de nouvelles transformations. On est reparti à fond, évidemment, et on voit qu'il y a des difficultés de toute manière réelles et sérieuses. Et donc les enveloppes ont été gelées donc à peu près septembre. Il y a eu des négociations qui de nouveau se sont relancées entre les OPCO et l'État pour essayer d'avoir des rallonges. Il y a des OPCO qui ont réussi, il y a des OPCO qui n'ont pas réussi. Donc, mais il y a eu des rallonges sur la fin de l'année. Sur certains secteurs. Oui. Donc là, c'est le pouvoir politique qui dit là, on peut aider ou on ne peut pas aider. En fonction du tissu économique et des priorités régaliennes,
Et là, vous parlez d'OPCO par secteur, il y avait aussi des différences régionales? Non, ça, on était vraiment par OPCO. Mais de toute manière, au préalable, il y a eu une analyse sectorielle et régionale. Forcément, avant que l'État se décide. Et ça, nous, on n'a pas là, en tous les cas, la maîtrise. On constate a posteriori, comme là, toutes les parties prenantes. Okay. Et dans le secteur de l'automobile, vous avez cité tout à l'heure le secteur de l'automobile. Oui, complètement. Acteur studio. Eric, quelle anticipation, on est dans l'anticipation justement. Alors pour faire un petit focus effectivement sur la partie automobile, même si on n'est pas dans une région où il y a beaucoup d'activités en tant que telles, ou en tout cas directement dans l'automobile, mais ça ne concerne pas que les constructeurs, que les équipementiers, ça concerne toutes les entreprises qui ont à minima 15% de leur chiffre d'affaires opéré dans le secteur. Et là, on va parler d'un dispositif différent, complémentaire, qui peut aller du diagnostic à l'accompagnement jusqu'au retournement. Puisque c'est aussi ça, l'intérêt, c'est à un moment ou à un autre, de pouvoir accompagner des entreprises qui sont vraiment là dans de très grandes difficultés, où on doit revoir carrément, restructurer l'organisation. Donc, on va beaucoup plus loin. Et ce dispositif-là, qui est poussé par l'État, par la DGE, et donc sous couvert de porté après, par la filière automobile. Ce dispositif-là va se terminer, vous allez me dire, en 31 décembre 2023. On attend effectivement le renouvellement. Il y a de fortes chances que ce soit renouvelé parce que ça se fait de façon… C'est tellement mutation. Exactement. Surtout là avec l'accélération du véhicule électrique. Et donc là aussi, il y a des critères. Il y a des critères, donc je disais, de chiffre d'affaires, mais également derrière, on va venir cibler différents volets d'intervention. Autant tout à l'heure, avec les OPCO, on était sur des dispositifs globaux dans lesquels on pouvait venir intégrer un peu tous les sujets identifiés. Là, c'est un peu plus cadré. Différents dispositifs, 3 grands dispositifs, aujourd'hui 3 volets, ce qui est appelé dans le dispositif, avec des plafonds. Là aussi, en termes de prise en charge et de montant, en tous les cas, du cabinet. De base, là, c'est encadré. Le coût, c'est 1 200 € jour, avec un reste à charge de 200 € par jour pour l'entreprise. Là, par contre, il n'y a pas de gratuité possible en totalité. C'est conventionné, mais ça reste quand même effectivement modique par rapport au montant global. Néanmoins, une entreprise en difficulté va toujours dire que ça peut être difficile. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est quand même en amont. Si on est déjà dans la difficulté, effectivement, c'est trop tard. Donc là, on peut aller jusqu'à 47 jours. Hein, donc pour ça que je parlais de retournement, c'est vraiment un dispositif de la phase d'une phase complémentaire où on peut aller jusqu'au retournement. Tout le monde ne peut pas accéder. Autant les dispositifs avec les OPCO, je dirais n'importe qui peut. N'importe quelle entité, vous-même, vous pouvez y accéder. C'est accessible par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être référencé. Sauf qu'il y a n'importe qui et nous-mêmes, c'était pas… Comment? Non, pardon, n'importe qui. Alors, et vous avez raison, on va le dire différemment. Toutes les parties ont accès. Merci Philippe. Toutes les parties ont accès, en tous les cas, à pouvoir mobiliser ces dispositifs. Là, c'est pas le cas. Il faut être référencé. Il faut être référencé par la DGA, par la DGE, pardon, et APFA. Et donc, c'est notre cas en tous les cas. Nous sommes référencés pour pouvoir accompagner toutes les entreprises. Donc, j'ai 47 jours. Là, on va quand même très, très loin, suivant ces différentes phases. On va passer la partie stratégie diversification. Je suis 100% dans l'automobile, par exemple. Est-ce que je dois absolument me diversifier et comment le faire, sur quel pan, quelles sont les valeurs ajoutées, quelle est ma chaîne de valeur et comment je peux, en tous les cas, me restructurer et me diversifier. La suite, ça va être la mise en œuvre. Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on sait qu'on peut se diversifier, qu'on peut se positionner sur d'autres secteurs d'activité, il y a toute la partie mise en œuvre opérationnelle à accompagner, parce que c'est pas simple non plus. Et puis derrière, il va falloir aller viser la performance opérationnelle. Et donc, ces 3 volets qui sont vraiment très crantés permettent vraiment de sécuriser le modèle. On a accompagné encore cette année plusieurs entreprises et le dispositif est vraiment pertinent pour ces structures-là. Mais comme les autres, hein, en fait, hein, en toute objectivité, moi j'accompagne des entreprises à longueur d'année avec ces dispositifs.
c'est vraiment une aide primordiale pour les entreprises. Et très souvent, je ne dis pas que c'est 100% des cas, mais très souvent, les entreprises derrière ont réussi à rebondir, ont réussi à se sortir des difficultés et en tous les cas à prendre le taureau par les cornes et avancer grâce à l'aide qu'on aura pu en tous les cas leur fournir en commun. Voilà des dispositifs sur le retournement, mais il en existe d'autres et qui sont portés par les préfets de région et notamment avec relayés par les CRP, hein, donc maintenant sa nouvelle dénomination des anciens commissaires au redressement productif, hein, maintenant ce sont les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. Et donc là, c'est vraiment piloté par les régions. Et en complément, il y a des fonds européens qui viennent se greffer, mais là plutôt orientés par filière. Filière aéronautique, la filière industrielle et ainsi de suite. Bon, voilà, grosso modo, un panorama. C'est pas exhaustif, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais c'était pour essayer d'expliquer que ces dispositifs-là sont accessibles vraiment et permettent de financer des premières étapes pour permettre le redressement ou en tous les cas de sortir d'un cadre de difficulté des entreprises. Déjà, nous, ça nous aide quand même à détecter certains secteurs. Là, on a beaucoup parlé des GOPCO. Mais on avait listé tout à l'heure sur la slide d'introduction de ces sources de financement, on avait mis en avant la région Occitanie et BPI France. Et en complément de ce que vous venez de présenter, qui est vraiment très utile, on peut quand même, et ça c'est une source de difficulté, nous sommes des experts comptables de l'ordre d'Occitanie, mais si on va sur l'ordre, enfin sur la région Aquitaine, il y a d'autres dispositifs. Le passe-rebond, par exemple, n'a pas du tout fonctionné pareil en Occitanie et en Aquitaine, etc. au fur et à mesure de là où sont vos clients. Donc ça, c'est une de nos difficultés aussi, c'est d'arriver à détecter les aides régionales possibles en fonction du lieu où se trouvent nos clients. Là, évidemment, bon, nous sommes en Occitanie, on a zoomé sur l'Occitanie, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve d'un petit peu de curiosité et aller sur les sites, donc notamment des conseils régionaux politiques, hein, donc la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, la région PACA, etc., et aller sur les sites de BPI France qui donnent aussi des dispositifs régionaux. Et vraiment, toutes les régions n'avaient pas les mêmes façons de procéder. Certaines régions sur le passe-rebond, il ne reste plus que 2, ont encore des enveloppes, mais à ma connaissance, il ne reste plus que 2 régions. C'est au niveau du centre de la France, je crois. Mais sinon, ça y est, c'est asséché partout. Voilà. Et par exemple, l'Aquitaine, pardon David, aide beaucoup plus les entreprises en difficulté. Il y a carrément même des fonds d'investissement régionaux qui existent, donc soutenus par la région, hein, sur le modèle de l'URDI par exemple, qui aident. Mais il ne faut pas quand même si c'est du vrai retournement avec du capital investissement, il ne faut pas que la situation soit trop dégradée. Oui. Il y a d'autres régions, la Normandie et le Grand Est sont aussi les régions qui sont très dynamiques sur le sujet et qui financent toutes les interventions et qui ont une capacité aussi d'investissement et d'aide à l'investissement assez forte. On intervient, moi-même, je pars la semaine prochaine 4 jours pour accompagner des entreprises de cette région. Voilà, ça se fait donc par du capital investissement ou par de l'emprunt obligataire. Donc, c'est encore autre chose qu'on ne vous a pas présenté ce soir, parce qu'en Occitanie, malheureusement, il n'y en a pas. Dispositif, tout à fait. Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire dans ces diagnostics et dans ces accompagnements, c'est qu'on ne va pas balayer que l'aspect financier. On va vraiment balayer l'aspect opérationnel. On va rentrer dans des briques qui rentrent dans notre champ de compétences, hein, mais on va aller creuser les briques organisationnelles, production, outils de pilotage, les indicateurs, les tableaux de bord. On va vraiment descendre sur un niveau assez fin. On va aller voir la politique commerciale, justement le positionnement, la stratégie, pour vraiment rentrer le plus précisément possible au sein de l'entreprise pour aller détecter ces difficultés, parce qu'il peut y avoir des rebonds sur un sujet visible, mais dont l'origine est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde, et il faut aller chercher tout ça. Je pense qu'il y a des besoins, effectivement, pour les chefs d'entreprise qui sont dans des situations de tension, de difficulté, parce que parfois, il y a, on perd pied
perdre pied. Et donc, le besoin effectivement d'être accompagné un peu plus profondément à ce moment-là, par l'expert comptable, oui, mais parfois l'expert comptable, il n'y a pas toujours le temps qu'il faudrait consacrer à l'accompagnement et les compétences pour intervenir dans ce secteur de conseil. Donc, une fois encore, l'interprofessionnalité et votre intervention, en l'occurrence, auprès des entreprises, à cause de l'expert comptable, je pense que c'est quelque chose qui est primordial pour mettre le dirigeant dans une situation d'accompagnement saine pour la sortie des difficultés. Tout à fait. C'est vraiment une première conclusion qu'on peut tirer, je crois, de la présentation de tous ces financements. Complètement. Il y a une réelle complémentarité en fait. Il faut arriver comment dire, à rassurer le dirigeant, parce que c'est jamais facile aussi pour un dirigeant de se dévoiler quand on est dans cette situation-là. Auprès de vous, quelque part, il y a déjà une confiance qui s'est instaurée, et heureusement. Et par contre, quand on intervient, on peut être aussi, c'est difficile de créer une relation de confiance. Et donc, du coup, aussi par cette relation qu'on peut avoir avec vous, ça génère en tous les cas un climat un peu plus propice, même si on arrive, aussi on reste tout à fait humble dans notre approche, évidemment, parce que de toute manière, demain, c'est pas nous qui allons diriger l'entreprise, ça sera bien le chef d'entreprise. Mais ça peut faciliter en tous les cas la démarche d'ouvrir certaines portes. Merci David, merci Philippe. Alors si je devais conclure par rapport à cette conférence sur l'anticipation des difficultés, elle est encore une fois au cœur de nos préoccupations. On l'a vu, cette anticipation des difficultés, elle va permettre, pourquoi pas, de mettre en place des financements qui vont aider l'intervention de l'expert comptable, l'intervention du manager de transition, l'intervention donc du conseil qui va pouvoir aider le chef d'entreprise dans la sortie de ces difficultés. Ça va nous permettre donc de créer auprès de nos clients des missions à forte valeur ajoutée, et donc d'avoir une relation avec nos clients nouvelles. Il faut savoir qu'un client qui est en difficulté, que l'on accompagne, rien n'est plus jamais comme avant après. On développe une relation avec nos clients qui est très intéressante, qui est vraiment capitale, parce qu'on est là au plus mauvais des moments et on lui apporte quand même un soutien très important. Bien sûr, l'anticipation, c'est aussi limiter la défaillance. Tu nous l'as dit, Philippe, plus on est en anticipation, plus on a de chances de trouver une solution aux difficultés, 75% donc au niveau des procédures amiables. Et moins de défaillance, égoïstement parlant pour nous, c'est moins de pertes de clients, c'est plus de chances aussi d'être rémunéré sur la prestation que nous accomplissons. Et d'une façon générale, cette dernière phrase de Philippe, tu y tenais, donc je vais la lire. Un client bien accompagné, c'est un client satisfait. Ça sonne bien et on reconnaît bien ta patte. Merci. Merci à tous. Merci. Bien, donc voilà qui met terme à notre conférence pour l'instant, puisque la parole va vous être donnée. Juste vous préciser que nous avons une actualité au niveau de la commission d'entreprise en difficulté. Le 24 janvier prochain, nous organisons à la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers une conférence avec le tribunal de commerce de Béziers à 17h. Voilà, donc bien sûr sur les attentes du tribunal de commerce par rapport à la mission d'accompagnement de l'expert comptable. Et ensuite, vous signalez également qu'au niveau donc de nos instituts régionaux de formation, nous avons mis au catalogue cette année 2 formations. Une formation, alors je sais qu'à Toulouse, il y en a une qui est en décembre, l'autre qui est en janvier. Une formation sur le choix de la procédure, c'est-à-dire que voilà, j'ai une difficulté, j'ai un client qui a une difficulté, vers quelle procédure dois-je l'orienter? Donc le choix de la procédure. Et une formation un peu plus traditionnelle sur le panorama qui sera un peu plus approfondi que celui qu'on a vu aujourd'hui, puisque là on l'a juste survolé, le panorama donc des différentes procédures, qu'elles soient amiables ou collectives. Et vous signalez également que nous travaillons actuellement dans la commission à un parcours de formation à destination des collaborateurs et des experts comptables stagiaires dans les cabinets pour accompagner véritablement l'entreprise en difficulté. Cette formation, elle aura 3 volets. Un volet technique classique où on va former donc nos collaborateurs et nos stagiaires sur les différentes procédures. Un volet plus pratique qui va mettre en avant un certain nombre de difficultés que nous rencontrons dans la gestion des dossiers et qui sont quelquefois difficiles à appréhender dans les cabinets.
comment je fais pour déterminer la date de cessation du paiement sur un dossier, comment dois-je traiter la déclaration de TVA le mois d'ouverture d'une période d'observation, par exemple, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, comment est-ce que je dois traiter les congés payés, toute une série de dispositifs techniques qui sont des problèmes dans les cabinets quand on doit les traiter et qui sont très spécifiques aux entreprises en difficulté. Et un troisième volet qui sera très novateur puisque on a été invité et par la présidente du tribunal de commerce de Montpellier, par le président du tribunal de commerce de Toulouse, à participer en petit groupe à des audiences au tribunal avec l'accord des entreprises, bien sûr, pour se rendre compte un petit peu de ce que sont les procédures et désacraliser un petit peu cette notion de tribunal pour pouvoir mieux préparer nos clients aussi à affronter quelque chose qui n'est pas toujours forcément très agréable. Voilà, donc on va travailler avec les présidents du tribunal de commerce, on va travailler aussi avec les administrateurs. Voilà, pour essayer donc d'aller aussi dans une étude et de voir quel est le courant, comment on traite un dossier énergie, pour mieux comprendre ce qu'on attend de nous et mieux traiter un dossier et mieux accompagner nos clients. Donc ça, on est en train d'y travailler et ça sera mis sur le catalogue l'année prochaine, en 2024. Voilà pour l'activité de la commission. Je propose peut-être de vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Alors, je vois une intervention de Jean-Marc Daugé. Bonjour Jean-Marc et merci de ta question sur le chat. Conférence très intéressante. Je la lis parce que moi, elle me fait plaisir. C'est pas une question. Conférence très intéressante. Merci pour la qualité de vos interventions interactives. Bon, c'est très gentil. Hein. Merci, merci Jean-Marc. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Vous pouvez lever la main si vous souhaitez. On vous ouvre le micro ou poser une question sur le chat. On est à votre écoute. Profitez-en. Peut-être qu'on peut balayer au cas où il y aurait une main. Ah, mais non, pas tout le monde. Bon. Alors, ne dites pas qu'on vous a tout dit parce qu'il en manque. Alors, je tiens quand même à signaler qu'en travaillant, on a aussi travaillé un peu pour nous quand même, hein, très sincèrement, en travaillant cette conférence parce qu'on a découvert certains dispositifs. Moi, je les connaissais un petit peu et j'avoue que c'était très intéressant d'imaginer justement les possibilités qui étaient offertes qu'on méconnaissait un petit peu et qu'on n'impliquait pas en tout cas dans nos dossiers. Oui, moi c'est la même chose. L'aspect pratique des PCRH, moi personnellement, je m'étais un peu arrêté au titre. Ressources humaines, bon, ben, scolairement, si c'est pas de la RH, j'avais pas la vision large que David a su nous mettre en avant et me faire toucher du doigt. Donc clairement, moi, ce que j'en retiens de la préparation de cette réunion de ce soir, de cette conférence, c'est effectivement, bon, ça j'en étais déjà convaincu, plus tôt on s'empare des sujets et mieux notre clientèle se portera, moins de défaillances on pourra rencontrer, mais surtout, moi, j'y vois là des gisements de croissance en réalité. Donc à la base, c'était comment faire pour éviter des défaillances, mais je trouve qu'on peut transformer cela en aidant nos clients à croître, parce que c'est quand même ça. Et là, il y a ces dispositifs via les OPCO, même Opal, c'est intéressant, moi, je trouve. Alors évidemment, il y a cette déception d'un certain nombre de nos clients qui en sont exclus. Mais la vision de la Banque de France, ça peut nous permettre de créer une proximité. Après, moi, je ne suis pas rentré par souci de temps, mais allez-y, cliquez sur les liens, sur le dispositif Opal. Déjà, vous avez des comparatifs sectoriels. Vous croisez ça entre Image PME, les comparatifs sectoriels. En plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, aller sur les bases de Diane, par exemple, elles sont de moins en moins complètes à cause de la confidentialité des comptes annuels au tribunal de commerce. Donc, aller chercher l'info, c'est de plus en plus dur. La Banque de France, elle les a, les infos. Donc, ça nous aide à challenger nos clients par rapport au secteur. Donc, voilà, ça, c'est typiquement, ça peut être vraiment intéressant. Et ouais, c'était chouette de la préparer cette conférence. Donc, merci David, merci Eric. Avec grand plaisir. Merci Philippe, merci Marie-Claude pour l'encouragement, c'est gentil. Alors, je renouvelle la question, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Sinon, on va vous libérer, hein, si nous avons tout dit. Mais je ne pense pas, mais bon, après. Et préparez dans vos dossiers de révision. On va faire des questionnaires. Voilà. Un dossier de travail, ben pourquoi pas. Alors, j'avoue que on a pensé aussi à la commission entreprises en difficulté de sortir du programme de formation que nous allons monter un petit vadémécum
qu'on pourra mettre à la disposition de la profession, bien entendu, et dans lequel, pourquoi pas, on pourrait mettre en annexe la grille d'analyse des signaux faibles. Oui, un des critères pour intégrer. Et où on peut faire de l'hybride et du mix, c'est par exemple, on sait tous qu'une des difficultés qui peut toucher certains de nos clients, c'est l'arrivée de la facture électronique. Quelle est la maturité de notre client sur sa digitalisation, sur sa facturation, etc. Parce qu'il y en a certains, ils vont peut-être se prendre les pieds dans le tapis. Dans les critères de questionnement, ça, c'en est un. Et là, on est dans l'anticipation, parce qu'on a quelques années devant. Et pour le cabinet, on peut aussi se poser la question, comment vais-je utiliser ma facture électronique pour développer peut-être des tableaux de bord plus précis, plus interactifs à l'égard de mes clients et pouvoir détecter plus facilement les signaux faibles. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est un vrai gagnant-gagnant. Bien, écoutez, je ne vois pas de questions a priori, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence. Dans la salle, pas de questions non plus. Si, je vais tenter de vous les poser. Ah, mais non, j'ai compris. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est au niveau des PCRH, des prestataires qui peuvent fournir les formations. Est-ce qu'il y a un agrément à voir? Comment ils sont référencés? Est-ce qu'il y a une liste accessible quelque part? Non, en général, il n'y a pas de liste directement. Alors, selon les OPCO, il y a des OPCO qui référencent des cabinets et il y a des OPCO qui ne référencent pas. Par contre, il faut que le cabinet soit un cabinet de conseil. C'est quand même l'axe primordial. Puis quand le dossier va rentrer, tout à l'heure je précisais qu'il y a toute une partie administrative au départ. Dedans, on doit aussi montrer patte blanche, on doit présenter qui on est, notre capacité, nos références, notre expérience. Mais en fait, après, c'est beaucoup par connaissance. Très souvent, c'est du réseau. On peut aussi appeler les OPCO en demandant je suis dans telle région, tel secteur d'activité. L'entreprise peut aussi faire ça. Mais après, voilà, c'est beaucoup par réseau parce que on s'aperçoit qu'il n'y a pas de communication globale sur le sujet. Et il y a beaucoup de cabinets, objectivement, et chacun n'a pas forcément, tous les cabinets n'ont pas le même niveau de maturité sur ces sujets. Donc, en général, c'est plutôt par réseau. Et on a vu quand même qu'il y avait un référencement, par contre, dans la filière d'automobile, pour les 47 jours d'accompagnement, il y a un référencement. Donc là, n'importe qui ne peut pas être sollicité, je dirais, cet accompagnement. Tout à fait. Là, il faut être un cabinet référencé par la PFA et la DGE. Et là, c'est auprès d'eux qu'on peut trouver la liste. Et donc, même au niveau des DRITS, puisque l'État étant les relais locaux sur cette partie-là, ont accès aux cabinets qui sont référencés. Mais on s'aperçoit objectivement que ça passe pas dans ce sens-là. Très souvent, c'est parce que l'entreprise connaît un cabinet, connaît quelqu'un dans son réseau, un cabinet d'expertise, je sais pas, ou son commissaire aux comptes, ou notre entreprise, qui connaît un cabinet qui, vous voyez, et très souvent, c'est comme ça en fait que la porte s'ouvre et qu'on arrive à savoir si le cabinet est en capacité ou pas. Mais effectivement, tout le monde ne peut pas accéder à tout. Et le dispositif PFA, il faut avoir été référencé comme BPI. BPI, les dispositifs, il faut avoir été référencé par BPI France pour pouvoir opérer et déployer leur dispositif. Parce que c'est sous leur couvert. C'est une structure qui est ISO 9001 et donc qui référence ces cabinets d'intervention pour s'assurer de la qualité de déploiement des interventions. Vous voyez, donc, en fait, c'est pas aussi… il y a un panorama assez large, mais qui n'est pas clairement accessible à tout le monde. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je réfléchis en vous entendant, à partir du moment où BPI, par exemple, référence les intervenants, que certains cabinets qui ont une vraie spécialité dans l'accompagnement des entreprises en difficulté et qui ont une capacité à dégager aussi du temps, parce que ça demande beaucoup de temps et de réactivité, puissent être référencés dans par BPI, et faire profiter donc en interpro, entre experts comptables cette fois-ci, de services justement à des clients qui seraient en difficulté. C'est tout l'objet quelque part et la mission des cabinets aussi qui sont référencés, c'est de promouvoir les dispositifs. Donc, nous, par exemple, quand on intervient dans une entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'on n'intervient pas que pour ce que je disais tout à l'heure, des diagnostics et des accompagnements, on intervient aussi dans le cadre d'études, on intervient on fait du coaching, on fait de la formation, donc on a pas mal de cordes à notre arc.
Mais justement, on est nous aussi les ambassadeurs de ces dispositifs, on les promeut dès lors qu'on sent que l'entreprise dans laquelle on intervient ou avec laquelle on est en discussion, dès lors qu'on sent qu'il y a un besoin. Donc, ça peut être aussi une piste pour les cabinets pour développer des secteurs de spécialité dans l'accompagnement effectivement des entreprises en difficulté. Je pense que ça peut être une bonne piste. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et donc, écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, donc le 24 janvier prochain à la CCI de Béziers et sinon aux prochaines conférences de la commission. À bientôt, au revoir.